Dans son quatrième moyen d'appel concernant les traitements cruels infligés à l'école de musique de Zenica entre mai et septembre 1993, Hadji Hasanovich avance que la Chambre de première instance est trompée lorsqu'elle a conclu qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces crimes et en punir les auteurs. Premièrement, Hadji Hasanovich soutient que la Chambre de première instance n'a pas dûment tenu compte des témoignages de Jemal Merdan, son adjoint, et du témoin HF, un officier de haut rang du commandement du 3e corps d'armée, qui ont déclaré que le 3e corps d'armée avait pris des mesures pour enquêter sur les allégations de traitements cruels infligés à l'école de musique de Zenica. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance a bel et bien tenu compte, mais a décidé, après avoir examiné les éléments de preuve dans leur ensemble, d'accorder davantage de poids à d'autres témoignages. La Chambre de première instance a en effet conclu, sur la base de nombreux témoignages d'anciens détenus de l'école de musique de Zenica, que 10 à 30 personnes étaient régulièrement emprisonnées dans le sous-sol du bâtiment entre le 18 avril 1993 et le 20 août 1993. En outre, la Chambre de première instance a estimé qu'Hadji Hasanovich avait reçu des informations alarmantes provenant d'autres sources qui indiquaient qu'il y avait lieu d'enquêter plus avant sur les allégations de mauvais traitement. Partant, la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Hadji Hasanovich aurait pu savoir qui était responsable des violences commises s'il avait ouvert une enquête sur ces allégations, ne repose pas uniquement sur la véracité des propos tenus par les témoins Jemal Merdan et HF. Deuxièmement, Enver Hadji Hasanovich avance que la Chambre de première instance n'a pas dûment tenu compte des éléments de preuve selon lesquels certains membres de la 7e brigade lui ont caché que des personnes ont été arrêtées puis placées en détention à l'école de musique où elles auraient subi de mauvais traitements. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance a souligné que les soldats présents à l'école avaient effectivement l'intention de dissimuler les mauvais traitements infligés, mais a jugé que cela n'avait aucun effet sur la responsabilité pénale d'Hadji Hasanovich. Elle a en effet conclu que ce dernier, ayant été informé des agissements de ses subordonnés par des sources extérieures, les tentatives de dissimulation de la part des membres de la 7e brigade n'avait guère d'importance. Troisièmement, Hadji Hasanovich soutient que s'agissant de l'école de musique de Zenica, il a pris les mesures nécessaires et raisonnables. La Chambre de première instance a apprécié ces arguments, selon lesquels il avait pris des mesures préventives pour veiller à ce que la population civile et les prisonniers de guerre soient traités conformément aux normes du droit international humanitaire et fait le nécessaire pour vérifier les allégations de mauvais traitement. Elle a néanmoins conclu qu'il ne s'était pas véritablement efforcé d'ouvrir une enquête appropriée à ce sujet, alors que cela lui aurait permis de découvrir l'identité des responsables des violences. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel estime qu'Hadji Hasanovich n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure, au vu des éléments de preuve, qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir les auteurs des traitements cruels infligés à l'école de musique de Zenica et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Je vais à présent aborder les arguments avancés par Hadji Hasanovich à l'appui de son 5e moyen d'appel, s'agissant du meurtre et des traitements cruels à Orakchatz en octobre 1993. Hadji Hasanovich avance que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les membres du détachement El Moudjahidine présents au camp d'Orakchatz de tuer Dragan Popovic et d'infliger des traitements cruels
à 5 civils enlevés le 19 octobre 1993. Il soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il avait autorité des jurés en exerçant un contrôle effectif sur ce détachement. L'autorité des jurés n'étant qu'un élément parmi d'autres permettant d'établir le contrôle effectif, et la question pouvant être tranchée sur la seule base de ce dernier, la Chambre d'appel refuse d'examiner si Hadji Hassanovic avait autorité des jurés sur le détachement El Moudjahidine. La Chambre de première instance a conclu, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, qu'Hadji Hassanovic exerçait un contrôle effectif sur ce détachement. En effet, ces éléments démontraient selon elle qu'il avait été satisfait aux 3 indices permettant de déterminer l'existence d'un contrôle effectif, à savoir le pouvoir de donner des ordres au détachement, de les faire exécuter, la conduite d'opérations de combat impliquant le détachement et l'absence de toute autre autorité sur celui-ci. En premier lieu, la Chambre d'appel reconnaît que le pouvoir de donner des ordres et de les faire exécuter constitue un tel indice. En l'espèce, la Chambre de première instance a estimé que certains ordres de resubordination supposaient, à divers degrés, l'existence d'un contrôle effectif. Cependant, pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que ces ordres, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas à prouver l'existence d'un tel contrôle. En deuxième lieu, la Chambre d'appel estime que même si les conclusions sur lesquelles la Chambre de première instance s'est fondée confirment que le détachement El Moudjahidine a pris part à plusieurs opérations de combat menées en septembre et octobre 1993 dans le cadre établi par le groupement opérationnel Bosanska Krajina et le 3e corps d'armée, ces conclusions ne suffisent pas nécessairement à étayer la conclusion que Hadji Hassanovic exerçait un contrôle effectif sur les membres de ce détachement, du détachement El Moudjahidine, au sens qu'il avait la capacité matérielle de les empêcher de commettre des crimes ou de les punir, le cas échéant. Il est à noter que plusieurs conclusions de la Chambre de première instance démontrent que le détachement El Moudjahidine maintenait, sur diverses questions, un degré d'indépendance considérable à l'égard des unités aux côtés desquelles il combattait, ce qui contredit la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le détachement El Moudjahidine était placé sous le contrôle effectif du 3e corps d'armée. La Chambre de première instance a conclu, par exemple, que les membres du détachement tenaient à préserver leur indépendance et qu'ils s'arrogeaient le droit de décider s'ils participaient ou non à une opération de combat. En conséquence, bien que ces conclusions de la Chambre de première instance indiquent que le 3e corps d'armée et le détachement El Moudjahidine collaboraient, elles ne suffisent pas à établir qu'il exerçait un contrôle effectif sur l'autre. En troisième lieu, en ce qui concerne la question de l'absence de toute autre autorité sur le détachement El Moudjahidine, la Chambre d'appel considère que certaines des conclusions de la Chambre de première instance donnent à penser que le détachement subissait davantage l'influence exercée par le cercle des religieux musulmans que celle du 3e corps d'armée. Cependant, la Chambre d'appel doute de la pertinence du critère dégagé par la Chambre de première instance pour déterminer l'existence d'un contrôle effectif. On ne peut, en procédant par élimination, déterminer que Hadji Hassanovic exerçait un contrôle effectif sur le détachement, en l'absence de toute autre autorité sur ce dernier, ne permet nullement de parvenir à une telle conclusion. Enfin, je vais maintenant aborder l'argument avancé par Hadji Hassanovic selon lequel il ne pouvait avoir exercé un contrôle effectif sur le détachement El Moudjahidine, puisque seul l'usage de la force a permis au 3e corps d'armée d'obtenir la libération des civils enlevés le 19 octobre 1993. La Chambre d'appel estime que l'opération militaire que le 3e corps d'armée devait mener, selon la Chambre de première instance pour délivrer ses otages, était comparable à celle
que nécessiterait la délivrance d'otages retenus par une force ennemie plutôt que par une force placée sous son contrôle effectif, qu'il ait été ou non matériellement possible, voire souhaitable, d'utiliser la force pour sauver la vie des otages, il ressort des faits de l'espèce qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre le détachement El Moudjahidine et le 3e corps d'armée. Le lien qui existait entre ces deux entités était plutôt empreint d'une hostilité à peine dissimulée, la seule façon pour le 3e corps d'armée de contrôler le détachement El Moudjahidine étant de l'attaquer comme s'il s'était agi d'une force ennemie. Or, un tel scénario va à l'encontre de la prémisse de la Chambre de première instance selon laquelle le détachement El Moudjahidine était subordonné au 3e corps d'armée. Cette conclusion permet de confirmer une fois de plus qu'Enver Haji Hasanovic n'exerçait pas un contrôle effectif sur ce détachement. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel considère qu'aucun juge du fait n'aurait pu légitimement conclure qu'il a été établi hors de tout doute raisonnable qu'Haji Hasanovic exerçait un contrôle effectif sur le détachement El Moudjahidine durant la période allant du 13 août au 1er novembre 1993. Elle annule donc la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre d'Haji Hasanovic pour avoir omis d'empêcher les traitements cruels infligés entre les 19 et le 31 octobre 1993 et le meurtre de Dragan Popovic.